le format de cette webinaire, hein, qui dure 1 heure et demie, ce qu'on avait convenu, Julien, Fabien et Coralie, c'est qu'on commence par une présentation de Fabien, pour cadrer ce sujet qui va durer une vingtaine de minutes. Ensuite, on a un temps de table ronde entre nous, qui va durer environ une quarantaine de minutes. Et puis, on aura une trentaine de minutes de questions-réponses avec le public. Est-ce que c'est bien ça? J'ai résumé. Voilà, c'est ça. Vous êtes d'accord avec moi. Donc, peut-être on peut commencer donc du coup directement par cette présentation. Fabien, est-ce que vous pouvez partager votre écran? Ouais. Euh, Écoute, j'ai une petite difficulté à retrouver mon truc. et pendant la présentation de Fabien, ce qu'on fera, Coralie et Julien, vous pourrez couper vos caméras et micros, hein. Euh, donc, est-ce que c'est bon, Fabien? Vous l'avez retrouvé? Là, tu dois avoir mon écran. Je Ouais, te c'est laisse bon. me dire quand il faut avancer. Ouais, tu peux avancer sur la partie Galena. Oui, donc bonjour à tous. Donc avant effectivement d'attaquer la table ronde, on va faire une petite présentation de Galena et indirectement d'où arrive Galena. Donc Galena, en fait, c'est une société qu'on vient de créer récemment en 2022. Structure juridique indépendante. Et en fait, Galena, c'est ni plus ni moins que la reprise de l'activité de conseil d'AMO ou de maîtrise d'œuvre sur les sujets principalement de dépollution qui étaient logés au sein de la société Expertam. Aujourd'hui, Galena, donc effectivement, on fait de la maîtrise d'œuvre, on fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, principalement et historiquement sur les sujets de dépollution, en particulier l'amiante puis le plomb. Et puis, effectivement, on vient y greffer en fonction des évolutions réglementaires, d'autres sujets connexes qui peuvent être la silice des PCB et d'autres polluants du bâtiment. On est principalement maîtrise d'œuvre et conseil sur les polluants. Et puis, de fil en aiguille, on est également conseil et on fait de la maîtrise d'œuvre sur des sujets qui touchent indirectement, on va dire, la dépollution, à savoir le curage, qui est ni plus ni moins que la déconstruction d'éléments qui ne sont pas pollués et des opérations de démolition. À ce jour, Galena, c'est environ une dizaine de collaborateurs. On intervient principalement en région parisienne, où forcément on a un gros secteur d'activité, et de fil en aiguille, aujourd'hui, on intervient également sur tout le territoire national pour porter conseil effectivement à des maîtrises d'ouvrage en province. Donc Galena, comme c'est indiqué, finalement c'est l'émanation de la structure conseil qui était portée par Expertam. On a décidé de le créer principalement puisque Expertam, si tu peux passer sur le slide d'après. Ouais, merci. On l'a créé parce que on faisait au sein d'Expertam effectivement des activités de diagnostic et des activités de maîtrise d'œuvre, et pour des raisons principalement d'assurance ou de gestion du risque qui sont quand même notre métier, on a décidé de loger juridiquement la structure conseil dans une entité qui s'appelle Galena, et Expertam conserve effectivement son activité de base qui est aujourd'hui les repérages et les diagnostics immobiliers. Donc, juste un petit mot sur Expertam. Je suis le cofondateur d'Expertam. Après l'école, en 96, j'ai fait un stage de fin d'année chez Socotec. C'était le tout début de la réglementation amiante, avec notamment le fameux décret 96-97 de février 96, où on nous demandait que c'était les prémices du repérage sur uniquement les flocages carré-fusage. Et puis après, on a eu les faux plafonds. Donc, sortie de l'école, la thématique est sortie, ça m'intéressait. J'ai fait mon stage de fin d'année et un petit parcours chez Socotec. On a édicté les règles du futur diagnostic. Et donc, en 97, j'ai décidé de co-créer avec deux autres associés la société Expertam. À l'époque, c'était effectivement juste pour gérer les premiers diagnostics. On ne s'attendait pas forcément à ce que le législateur fasse évoluer, que c'était le début des futurs diagnostics immobiliers. Et puis, on s'est aperçu au fil des années passant que la codification du législateur arrivait,
commencé par les diags amiantes, que les flocages, calorifugage. On a eu les faux plafonds. Puis après, on a eu le début des prémices de ce qui est aujourd'hui le DTA et début d'avant-travaux. Et puis, au fil des années, sont arrivés tous les diagnostics réglementaires qui sont l'amiante, le carèse, l'électricité, thermique, voilà. Qui fait qu'aujourd'hui, ça codifie le marché du diagnostic immobilier. Donc aujourd'hui, Expertam, c'était environ, enfin c'est toujours 80 collaborateurs. On intervient principalement en région parisienne et effectivement, on a une agence sur Vannes et une agence sur Bordeaux. Très rapidement, au sein d'Expertam, comme on a commencé dans les tout premiers, on s'est aperçu assez rapidement que nos clients étaient très demandeurs c'était les prémices. Donc, OK, vous m'avez trouvé des problématiques de polluants, mais maintenant, j'en fais quoi? Donc, on a rapidement pris le démarrage du conseil, donc à peu près dans les années 2005. On a commencé effectivement à faire des propositions de conseil à nos maîtres d'ouvrage qui commençaient à l'époque tout doucement, c'était plutôt vraiment des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et puis de fil en aiguille, aujourd'hui, on fait aussi énormément de missions de maîtrise d'œuvre complète du début à la fin, conception et réalisation. Et c'est comme ça qu'on a étoffé entre 2005 et aujourd'hui notre offre conseil et on a récupéré une équipe assez conséquente d'une dizaine de collaborateurs. C'est ce qui a déclenché que, pour des raisons juridiques, on est venu reloger effectivement toute l'activité conseil au sein d'une structure qui s'appelle Galena. Donc, on a une très bonne connaissance métier, puisque particulièrement sur les diagnostics, on est là depuis le démarrage. Et quand on voit comment ça a évolué, effectivement, il y a eu pas mal de changements entre les tout premiers diags qu'on pouvait réaliser et ceux qu'on peut réaliser à ce jour. Voilà, j'avance sur la diapo. Ouais, c'est ça. Alors, on a d'ailleurs, c'est ce que tu avais prévu, Fabien, ce que vous aviez prévu, on a un petit quiz pour le public. Pour voir à quel niveau il maîtrise ce sujet. Alors, cette question, peut-être, je peux la poser, c'est dans quel cadre peut-on avoir besoin d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, AMO, hein, finalement, votre métier, des pollutions. Donc là, il y a 3 réponses possibles. En cas de réhabilitation d'un immeuble en site occupé, en cas d'une restructuration lourde d'un immeuble ou d'une démolition en site vacant. Et 3e possibilité, en cas de travaux d'un logement avant relocation. Donc, c'est plusieurs réponses possibles, peut-être, Fabien. Tout à fait, oui. Il peut y avoir Ok. plusieurs réponses, effectivement. Voilà, donc je vous présente la question. Est-ce que vous voyez la question que c'est affiché? Oui. Voilà, donc on vous laisse voter. Allez-y, on vous laisse voter, cher public. On vous laisse 5 secondes pour voter. Allez, 5, il faut cliquer. 4, 3, est-ce que vous voyez le public? Parce que je ne vous vois pas voter. 2, 1, 0. Xavier, ça n'a pas marché, je crois. Il faut que tu relances. Ça n'a pas marché, donc je vais relancer. Attends, je vais couper ça. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Sondage quiz. Et là, si je fais celle-là. Ok, il y a eu un double clic, en fait. Ah non, mais parce qu'il y a… OK, lancer. Celle-ci, elle marche. Et celle-là… Ah oui, il faut la relancer. Pardon, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Voilà, on voit la question là, vous le voyez tous, un cher public. Merci Benjamin. Donc, ah ben ça y est, tout le monde vote. Ça 4, 3, 2, oula, vous êtes nombreux. Vous êtes plus de 60 à être avec nous là en ce moment. Je vois que ça arrive. Qu'est-ce que je dis 60 vous êtes 70 même. On vous laisse voter. 2, 1, 0. Voilà, je mets fin au sondage et je vous partage les résultats. Voilà. Alors, Fabien, qu'est-ce qu'il en est de ces résultats? Est-ce que le public a répondu correctement? Je vais mettre la diapo avec les résultats. Hein. Le public a répondu correctement. Après, il y a effectivement, on peut cocher toutes les cases. Les 3 réponses étaient justes. On aurait même pu rajouter plein d'autres domaines dans lesquels l'AMO peut être utilisé. Bon, là, on a fait un focus sur tout ce qui était avant travaux, particulièrement. Peu importe que finalement, ça soit à l'échelle d'un logement, à l'échelle d'une partie commune, à l'échelle d'un immeuble complet mais en site occupé ou à l'échelle d'une réhabilitation longue.
Après, ça renvoie toujours à la même chose, c'est qu'effectivement, à date, il n'y a pas d'obligation pour les maîtres d'ouvrage de s'entourer d'un conseil, mais effectivement, on s'aperçoit que très souvent sur les sujets de dépollution, c'est intéressant pour un maître d'ouvrage de s'entourer d'un conseiller amiante, d'un AMO qui vient effectivement sur des sujets qui sont assez techniques, assez pointus. C'est souvent très intéressant pour un maître d'ouvrage de venir se faire conseiller pour qu'on vienne effectivement réaliser depuis la conception jusqu'à la réalisation, qu'on vienne accompagner le maître d'ouvrage pour effectivement bien environner son risque de pollution lors de la réalisation de ses futurs travaux. On aurait pu rajouter plein d'autres demandes puisque l'AMO effectivement a une mission assez large. Mais bon, pour l'instant, on s'est limité sur ces 3 types d'interventions qui sont un peu en corrélation avec la table ronde qu'on va vous proposer tout à l'heure, à savoir des interventions spécifiques organisées par un bailleur social. Donc, tu peux passer à la slide d'après. Ouais. Donc, finalement, en quelques lignes, on va essayer de vous présenter qu'est-ce qu'un AMO, même si là, pour la peine, la définition qu'on vous propose, c'est la définition d'un AMO au sens généraliste, même si nous, on va être focus sur les problématiques de dépollution. Ça n'empêche pas qu'un AMO peut être conseil sur plein d'autres sujets. Donc voilà, donc là, on vous propose une petite définition sur c'est quoi finalement un assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc voilà, en quelques lignes, c'est un peu le conseiller du maître d'ouvrage qui va l'accompagner sur des projets, alors là spécifiquement de rénovation, de restructuration lourde. Et l'AMO, il a un rôle finalement assez large, assez transversal. Ce n'est pas qu'un conseil technique, mais en tout cas, c'est un conseil du maître d'ouvrage pour un accompagnement, effectivement, soit sur des questions très techniques, juridiques, administratives ou financières. Un AMO, effectivement, c'est un peu comme un maître d'œuvre, mais cette fois-ci très, très, très maîtrise d'ouvrage. C'est vraiment un rouage important à notre sens, parce que finalement, ça va être une espèce de médiateur ou de chef d'orchestre sur les problématiques de dépollution, pour vulgariser des problématiques, en l'occurrence amiante et plomb, à notre maître d'ouvrage, mais tout en tenant compte de tous les acteurs du chantier. Et en fait, c'est à mon sens vraiment là la clé, c'est que l'AMO, il doit être assez transversal et il doit venir fédérer l'ensemble des acteurs sur ces sujets de dépollution, que ce soit le maître d'ouvrage, que ce soit l'entreprise qui va intervenir, le diagnostiqueur, le CSPS sur des missions où il y en aura un. Et il a un rôle effectivement de conseil et surtout un rôle de médiateur et d'écoute assez importante pour entendre les problématiques des uns et des autres. Tu peux passer la slide. Donc là, en quelques lignes, on revient un peu plus focus sur une mission d'AMO, on va dire, traditionnelle dépollution, principalement les sujets du moment qui sont l'amiante en priorité et le plomb dans un second temps. On vous a couché quelques grandes thématiques sur quoi peut accompagner l'AMO dépollution. C'est très focus sur la table ronde qui arrivera derrière, à savoir les différentes missions de conseil. Là, c'est très tourné pour une opération de bailleur social. Évidemment, tout ce qu'on vous a décliné là, on appelle ça l'AMO, ces thématiques peuvent être tournées de la même manière si on prend notre casquette de maître d'œuvre. La différence, c'est qu'un maître d'œuvre écrit des pièces, il porte la responsabilité. L'AMO donne un avis sur des pièces écrites par un maître d'œuvre. Aujourd'hui, effectivement, la mission d'AMO et en tout cas la table ronde qu'on va vous proposer derrière, c'est au sens là où on a écrit, on a défini un peu toutes notre possibilités d'intervention, avec comme tout chantier 2 phases. Une phase conception, qui est certainement, à mon sens, la plus importante, et une phase exécution dans un second temps. La phase conception est importante parce que finalement, un chantier ou un projet bien conçu, ça devrait effectivement dérouler beaucoup plus facilement sur une phase travaux, sur une phase exécution. Donc, j'ai listé effectivement les différents types de missions sur lesquelles on pouvait accompagner un maître d'ouvrage, qui va bien évidemment
au démarrage sur la pièce la plus importante, parce que tout le sujet de dépollution est environné que par la qualité ou par la précision du repérage amiante avant travaux ou du repérage plomb avant travaux. Donc ça, c'est une pièce la plus importante à notre sens, parce que tout va partir de là. Si vous concevez un projet sur un diagnostic mal sécurisé, on aura beau avoir une bonne analyse derrière, des pièces écrites, des choses comme ça. Si la pierre de démarrage n'est pas la bonne, forcément, il va y avoir des problématiques. Donc, en listant, on peut effectivement tout naturellement assister le maître d'ouvrage à désigner un opérateur de repérage sur la base d'un petit cahier des charges pour sélectionner l'opérateur le mieux disant. Une fois que vous avez sélectionné votre opérateur, on viendra aider le maître d'ouvrage sur une définition claire du périmètre et d'un programme de travaux. Ça, c'est important. On s'aperçoit que souvent, les opérateurs, effectivement, le maître d'ouvrage est trop généraliste dans la définition de son périmètre et de son programme. Et l'opérateur de repérage interprète peut-être un peu différemment le programme en question, ce qui fait qu'on peut avoir des décalages. Une fois que le diag est fait, il y a évidemment une analyse particulière, c'est le sempiternel sujet du moment sur le nombre d'échantillons que va prélever l'opérateur pour arriver effectivement à une conclusion qui sera sérieuse et définitive. La fameuse définition des ZPSO, alors sur des sujets souvent très particuliers, en l'occurrence les fameux enduits, par exemple, sur les voiles béton. Enfin, on a des problématiques dans le bâtiment. Il y a des produits qui sont très simples à valider en conclusion et à étendre. Et puis, on a toujours dans le domaine, c'est ce qui fait un peu le charme de notre métier, des produits plus compliqués à identifier où effectivement, on a besoin d'accompagner l'opérateur, mais en étant effectivement de concert avec notre maître d'ouvrage. Donc, tout ça, c'est le volet diagnostic qui est hyper important. Une fois que vous avez un diagnostic qui tient la route, effectivement, on a un maître d'œuvre qui va codifier un marché de travaux dans sa globalité, dont la problématique amiante et plomb. Et là, on a une relecture, effectivement, des pièces écrites du maître d'œuvre. Si le maître d'œuvre est assez spécialisé, connaisseur dans l'amiante, dans les pollutions, in fine, il n'y a pas trop de problématiques de réécriture. Par contre, souvent, on s'aperçoit qu'on a des maîtres d'œuvre assez généralistes, donc qui codifient ces problématiques d'amiante et de plomb de manière plutôt généraliste. Et c'est là où on vient retravailler avec le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre quelques compléments dans ces pièces écrites de manière à mieux sécuriser et mieux environner ce risque. On a des sujets des fois très pointus, très particuliers, dont on ne sait pas forcément comment on va l'aborder en phase travaux. Et là, effectivement, ça nous arrive assez souvent sur des sujets un peu je dirais, qualifiés de moutons à 5 pattes, d'avoir des échanges effectivement avec nos organismes de prévention. Je pense que c'est très bien de le faire, puisque effectivement, si on n'est pas à l'aise sur certaines thématiques qui sont parfois liées à ces problématiques de SS3, SS4, je pense à cela en particulier, ou comment je dépose, ou est-ce que je peux démolir, dans quelles conditions, c'est très bien de contacter effectivement nos services, CRAM, CARSAT ou IT, parce que de toute manière, ce sont ces gens-là qui demain viendront contrôler notre chantier. Donc, s'il n'y a pas on n'a rien à cacher, il n'y a pas de problématique à les consulter dès la phase conception sur des sujets un peu atypiques où on n'est pas forcément à l'aise et on va construire ou en tout cas écouter avec eux et avoir un échange pour voir comment on peut environner et codifier nos interventions ultérieures de manière à ce que nos pièces écrites soient parfaitement en adéquation avec ce que pensent aussi nos services de prévention. On a forcément un chapitre, alors là, en l'occurrence, quand on parle d'une communication avec des locataires, bon, voilà, ça introduit pile poil la notion d'un bailleur qui fait des travaux en site occupé. Forcément, on va avoir une approche locataire qui se fait à travers une communication, je communique à risque amiante, chez l'association des locataires en place. Donc, souvent, on peut aussi assister le maître d'ouvrage à communiquer avec ses locataires, comment communiquer sans être, en étant transparent, mais sans forcément en ayant un discours très anxiogène. Et puis, comme toute fin de conception, il y a des entreprises qui ont répondu et on co-assiste le maître d'ouvrage avec son maître d'œuvre sur l'analyse des offres des entreprises
à savoir quelle entreprise sélectionner, reposer les bonnes questions aux entreprises si elles n'avaient pas bien compris certains points, de manière à pouvoir effectivement sélectionner l'entreprise qui sera la mieux disante. Donc ça, c'est pour la partie conception. Après, Ne joue pas avec le stylo. Suis-moi, Fabien. Ne joue pas avec ton stylo, ça fait un petit bruit. Hein. Après, tu peux basculer sur la slide d'après. Forcément, vous allez sélectionner une entreprise. On a plusieurs entreprises si c'est en site occupé. On peut peut-être avoir qu'une seule et même entreprise si on est dans une réa lourde et que la première phase, c'est un curage ou une dépollution. Donc, on passe sur le mode exécution. On peut aussi assister le maître d'ouvrage sur un certain nombre de thématiques pendant la phase travaux. La première étant, alors je vais revenir plus sur une thématique d'un bailleur qui travaille en site occupé. Donc, forcément, on a retenu les entreprises. On peut très bien avoir, dans le cadre de ces phases-là, une partie de désamiantage. Même en site occupé, souvent, ça va être des sujets qui sont plutôt à l'extérieur du bâtiment. Donc, on a une vérification des pièces. Alors, on est toujours dans le même principe de l'AMO, c'est-à-dire que c'est le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre qui vient vérifier ces pièces, mais nous, on a également un avis sur ces documents, donc une relecture du plan de retrait, SS3. La problématique, elle vient plus souvent en site occupé, ça induit plutôt des travaux, non pas de désamiantage, mais de gestion du risque amiante, avec ce qu'on appelle communément, par abus de langage, les travaux SS4, avec la création d'un mode opératoire. C'est souvent là où on a une phase d'accompagnement beaucoup plus importante, puisque le mode opératoire SS4 est fait par une entreprise, on va dire, c'est l'artisan, c'est l'entreprise qui sait faire la typologie de travaux et qui intègre plus ou moins bien, en fonction de son expérience, cette gestion du risque amiante. Ça introduit naturellement, en fonction du risque, des chantiers tests. Donc, on aide à qualifier, à définir les chantiers tests. Et puis après, on a tout le déroulé, on va dire, des pièces traditionnelles qu'on vient checker sur un chantier, que ce soit un chantier de désamiantage ou une notion de gestion du risque amiante, avec effectivement ce que je vous ai listé, l'aspect CAP, bordereau de suivi de déchets, une stratégie d'échantillonnage qu'il faut vérifier de comment ils ont prévu l'entreprise via son laboratoire, la métrologie. Tout l'aspect suivi de chantier, qui peut être intéressant pour le maître d'ouvrage. Alors, en AMO, on peut intervenir à chaque fois, on peut intervenir de temps en temps. C'est plutôt en fonction de comment se déroule le chantier, est-ce que ça fonctionne bien, est-ce qu'il a été bien conçu ou pas. On a une partie assistance si on fait des découvertes. Alors, si c'est bien conçu, on n'est pas trop censé en faire, mais on sait tous que, notamment en termes d'amiante, on a toujours des difficultés. Ça peut effectivement arriver d'avoir des découvertes chantier. À cette occasion-là, ça va générer forcément des TS, donc on peut faire une analyse. On peut avoir des vraies difficultés et donc avoir à nouveau besoin de retravailler avec nos organismes de prévention en phase travaux. Alors, souvent, quand ça arrive, c'est que c'est un peu plus compliqué, c'est qu'on a une découverte qui a pu induire des problématiques, des mises en danger de la vie d'autrui. C'est des sujets qui ne sont pas forcément toujours faciles à aborder et c'est pour ça que c'est mieux de concevoir correctement avant. On peut avoir des problématiques à nouveau de communication avec nos locataires en phase travaux. Et puis, on viendra assister le maître d'ouvrage sur tout un environnement, parce qu'indépendamment de ces travaux, souvent les maîtres d'ouvrage sont plutôt persuadés que l'entreprise, soit gestion du risque en SS4, mode opératoire, soit le désamianteur, s'occupe de tout. Ce n'est pas complètement vrai sur les sujets de dépollution, notamment l'amiante. Et on rappelle au maître d'ouvrage qu'indépendamment de son opération de désamiantage, il a lui-même encore d'autres obligations qui étaient évidemment de faire des diagnostics, mais pendant les phases travaux, réglementairement, effectivement, il a d'autres volets à suivre avec la réalisation de contrôles visuels, la réalisation de mesures de deuxième restitution une fois qu'il aura finalisé la totalité de ses travaux en phase TCE avant l'arrivée des utilisateurs, une mise à jour naturelle du DTA, parce qu'il en avait un, il a découvert, on a traité plus ou moins, donc il a une obligation de mettre à jour ses DTA, et puis une analyse du RFT, c'est le rapport de fin de travaux, fin d'intervention d'entreprises de désamiantage ou des entreprises qui sont intervenues en sous-section 4. Là, je vous ai balayé effectivement les thématiques très focus sur une opération de réhabilitation. Bien évidemment que votre AMO, votre conseil dépollution, il peut vous assister sur
plein d'autres sujets, plein d'autres problématiques liées à des polluants de bâtiments, sans forcément que ça soit dans un cas de travaux. Vous pouvez avoir des problématiques d'analyse d'un DTA. Suite à des DTA, vous pouvez avoir des produits dégradés. Vous n'aviez pas forcément prévu de faire de produits, enfin de faire de travaux, mais n'empêche que vous avez une action corrective à faire sur des éléments qui ont été mis à jour par votre DTA. Donc, comment on fait ces actions correctives? Vous avez souvent une problématique, je trouve, ça c'est un vrai sujet qu'on a de plus en plus, qui va aller d'ailleurs avec la question qu'on vous posera après, qu'on va redévelopper après, c'est les sempiternels sujets de quand est-ce qu'on peut intervenir en sous-section 3, quand est-ce qu'on doit intervenir ou on peut intervenir en sous-section 4. Ça, c'est des vrais sujets que je trouve les maîtres d'ouvrage n'appréhendent pas forcément toujours correctement. Et puis, voilà, des sujets où, en cas de problématique, il y a eu un sinistre, donc forcément, avec des problématiques amiantes, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait? Ou peut-être moins sur des bailleurs, mais ça, c'est plus pour des foncières privées. Ça nous arrive de travailler dans des phases d'acquisition où on a une foncière qui souhaite acheter un bâtiment et qui nous envoie sur le bâtiment pour essayer, autant que faire se peut, d'avoir une analyse, une approche de est-ce que je vais avoir une grosse problématique de pollution ou pas de pollution, à travers souvent peu de possibilités de faire des diagnostics complémentaires, mais à travers simplement une analyse de documentaire et un retour d'expérience qu'on peut avoir. Donc, voilà, moi j'en ai terminé sur les grandes missions d'un AMO. Et ouais, tu peux passer sur la question quiz. Voilà, donc on a un petit quiz pour terminer cette présentation, Fabien. La question, c'est dans le cadre de retrait d'éléments amiantés très faiblement émissifs, par exemple bride avec joint aimanté, le maître d'ouvrage, alors je te laisse lire peut-être les 3 réponses possibles. Alors, le maître d'ouvrage. Donc, j'ai essayé de vous faire un petit cas concret, avec quelques lignes, parce que je suis quand même, Xavier me limite dans le nombre de mots. Donc, dans le cadre effectivement de retrait d'éléments peu émissifs, hein, c'est surtout ça que vous devez retenir. Par exemple, on doit découper quelques brides amiantées dans un local technique. Et effectivement, la question qu'on pose, c'est est-ce qu'effectivement, la maîtrise d'ouvrage doit qualifier cette opération. Donc, systématiquement, est-ce que vous pensez que vous devez passer par une entreprise de désamiantage certifiée SS3 ? Est-ce que vous pouvez, non, à contrario, passer systématiquement par une entreprise qualifiée qui n'est pas une SS3, mais qui va vous faire des travaux avec un mode opératoire en SS4 ? Ou effectivement, est-ce que ce n'est pas toujours l'un ou ce n'est pas toujours l'autre ? Ça dépend effectivement du contexte de votre opération. Voilà, allez, je vous lance ce sondage que vous devez voir. D'ailleurs, le temps. Allez, on vous laisse répondre. Pendant que vous répondez, il y a Olivier qui dit la question est ambiguë, Fabien. Dans quel cadre? Ponctuel, total? Bon, allez, on laisse répondre et puis tu vas pouvoir répondre à tout ça. Bon, c'est un petit jeu, c'est un quiz, hein. Allez, 5 secondes, 4, 3, 2, 1. Je vois que vous hésitez. Vous êtes très nombreux à venir pour ce webinaire. Oui, ça intéresse du monde, hein, la partie AMO. Et je mets fin à ce sondage et je vous partage les résultats. Fabien, alors question ambiguë, réponse claire ou pas claire? Non, mais question ambiguë, elle s'était faite volontairement. Puis je suis d'accord avec vous en quelques mots. Mais donc justement, l'interlocuteur qui levait le doigt en disant mais c'est pas clair, on est dans quel contexte, donc effectivement, il fallait plutôt répondre la question C. Effectivement, ça dépend du contexte. C'est une vraie problématique. Je pense que c'est la problématique principale, on va dire, peut-être chez un bailleur. Enfin, quand on fait une opération de désamiantage, parce que l'immeuble est tout vide et que votre maître d'ouvrage a décidé de tout désamianter, il n'y a pas de débat, on est bien dans les SS3. La vraie problématique, effectivement, c'est quand on a une notion de site occupé, c'est compliqué de désamianter, donc on ne peut pas désamianter, donc on passe notre vie à plutôt faire la gestion du risque amiante en SS4. Après, effectivement, la frontière est ténue entre les deux. Est-ce que je suis, parce que c'est bien au maître d'ouvrage, en fait, il faut bien rappeler ça, c'est bien à lui de caractériser le contexte juridique de l'opération. C'est au maître d'ouvrage de dire je pense que je suis en SS4 ou je pense que je vais travailler en SS3. C'est important parce que d'un côté, vous avez une obligation de travailler avec une entreprise de désamiantage qui va être certifiée SS3. De l'autre côté, on peut se permettre effectivement de travailler sous mode opératoire. Donc, pour en revenir sur le sujet des brides, on est bien d'accord. Alors,
on peut effectivement, vous avez une obligation, c'est ce qu'a indiqué l'intervenant. Si on est dans un local, effectivement, où c'est un curage complet du local, on va enlever l'intégralité, on devra se mettre plutôt sur le principe de la SS3. On va utiliser une entreprise de démontage parce que l'objectif, c'est bien de tout retirer et on fait un curage complet d'installation technique. Par contre, si c'est ponctuellement, on a besoin d'intervenir plus avec cette notion de maintenance ou d'un gestionnaire qui doit réparer très ponctuellement une bride. Là, on pourra intervenir très spécifiquement sur cette bride, mais avec un mode opératoire type SS4. Dans tous les cas, ce qui n'était pas trop le cas avant, mais la DGT, effectivement, a aujourd'hui mis en ligne des synoptiques qui, effectivement, nous donnent plus qu'avant une première orientation sur dans quel scénario vous devez intervenir en SS3, dans quel scénario vous devez intervenir en SS4. Et ça permet déjà de beaucoup plus simplifier que la grille de lecture qu'on avait tous avant. Ces tableaux évidemment ne dit pas toujours, on n'a pas toujours sur certaines opérations un peu compliquées la réponse très claire et si ce n'est pas le cas, ce qu'on invite souvent notre maître d'ouvrage aussi à faire, c'est que si on n'est pas à l'aise, qu'on sent que ça peut être à la frontière l'un de l'autre, encore une fois, on invite nos maîtres d'ouvrage à se rapprocher effectivement des services de prévention, puisque, encore une fois, quand on va faire cette opération, ça sera les premières personnes avec qui on va être confronté. Donc, tout naturellement, en phase conception, si on a quoi que ce soit comme doute, je suis plutôt à prêcher la transparence et on sollicite souvent ces gens-là, que ce soit la CRAM, la CARSAT ou l'IT, pour avoir leur avis on pensait qualifier cette opération dans tel contexte, SS4, et pourquoi on imaginait le faire et comment on va le faire. Et puis, on a un échange avec eux et ça permet effectivement comme ça d'avoir une phase conception beaucoup plus propre et beaucoup plus limpide qui limite beaucoup de problématiques en phase travaux. Bien, donc on arrive sur la fin de la présentation. Je vois que le temps défile. Donc là, il y a une petite diapo. Je vois aussi Arnaud, on posait des questions, Véronique, Olivier. Bon, enfin, ce qu'on propose, posez bien vos questions dans le chat. On prendra vos questions à la fin de la table ronde. Hein. Donc, allez-y, hein, posez toutes vos questions. Fabien, donc on a une petite diapo là, avec toutes tes coordonnées. Donc, ça pour rappeler au public qu'on fait un petit deal avec vous, hein, cher public. En fin de conférence, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction. Vous répondez au questionnaire de satisfaction et en contrepartie, vous recevrez automatiquement par email les présentations qui vous sont faites aujourd'hui. Fabien, donc ça, c'était coordonné. Je crois que vous avez laissé aussi, j'avance, un petit document en fin de présentation. Hein. Exactement. Bon, c'est ni plus ni moins qu'une petite plaquette commerciale qui rappelle un peu tout le discours, même si c'est très synthétique et qu'évidemment, on pourrait en parler beaucoup plus longtemps. Vous pourrez effectivement partager cette tablette. Alors peut-être Coralie et Julien, allez, ouvrons nos écrans. Merci beaucoup Fabien pour cette présentation, d'avoir cadré ce sujet. On voit à quel point on avait besoin de le faire. Alors peut-être ce que j'ai pas fait complètement tout à l'heure, Coralie et Julien, c'est peut-être vous présenter ce que vous faites, dans quel cadre, chez qui. Rapidement, peut-être on peut faire ce tour de table avec Coralie. Oui, pas de souci. Donc moi, je travaille au sein de l'entreprise Podelia depuis novembre 2020, où j'occupe le poste d'experte diagnostic immobilier. Donc, je gère les diagnostics immobiliers de notre patrimoine qui est composé de 26 000 logements. Sur ces 26 000 logements, on a 18 000 logements qui sont concernés par la réglementation amiante, donc pas mal de patrimoine vieillissant, donc beaucoup de réhabilitation en quelque sorte. Et puis, bon, je suis là pour analyser les diagnostics, être en support de mes collègues. Donc, je travaille avec les directions commerciales des DP. Je suis en support aussi des chargés d'opération dans le suivi de leur réhabilitation, démolition. Et nous travaillons donc beaucoup avec l'entreprise ADX, avec laquelle nous avons un marché à bon de commande et nous avons aussi un marché à maîtrise d'ouvrage amiante avec Expertam, donc avec Monsieur Retournard.
Voilà, on va y revenir. Je crois que vous avez une petite présentation, juste 2 diapos, hein, parce cher C'est ça. public, on va vous présenter un exemple, hein, de chantier qui a été réalisé. Merci Coralie pour cette présentation. On va revenir après. Je vous propose qu'on revienne au chantier proprement dit. Julien, alors pour se présenter rapidement. Donc, je suis le directeur commercial d'ADX Group, donc société qui fête ses 20 ans cette année, issue du diagnostic immobilier. On est aujourd'hui spécialisé sur la recherche de polluants au sens large. Et donc, on se focalise sur cette année 2022 sur effectivement la problématique amiante et plomb et tout le sujet énergétique qui occupe bien nos clients. Voilà, ça c'est un sujet en parallèle, mais d'ailleurs tout ça se rejoint, hein, parce que quand on fait Tout à fait. des rénovations énergétiques, eh ben, il faut dépolluer, il faut enlever l'amiante et le plomb. C'est tout le travail justement de nos chers confrères AMO, c'est de faire en sorte que dans une période où nos clients vont être très mobilisés sur l'amélioration énergétique, on n'oublie pas le sujet amiante dans ce sujet. Enfin, Oui, c'est pas l'objet de la conférence, mais c'est vrai que ça peut être une crainte des fois. C'est pour aller vite, on oublie la santé et la sécurité de certaines personnes. Donc peut-être Coralie. Alors on avait dit qu'on commencerait par cette table ronde sur lequel, pour résumer, on a l'AMO, le maître d'ouvrage et le diagnostiqueur. Enfin chacun dans votre rôle. Donc c'est super de vous avoir. On avait dit qu'on commencerait par la présentation d'un chantier, hein, d'un cas concret qui sera l'objet de la discussion qu'on aura après, hein. Je vous partage mon écran, vous devez le voir. Voilà. Voilà, alors juste pour rappeler, là, vous en avez parlé rapidement, Coralie, Podelia. Peut-être il y a d'autres choses que vous n'auriez pas dit. Bon, non, je pense que j'ai dit Vous le aviez, principal. vous avez tout abordé. Voilà. Donc ce chantier, alors peut-être pour le décrire, Alors, allez-y. Ouais. c'est une opération, donc une restructuration d'un ensemble immobilier, hein. Donc, c'est une ancienne, enfin, ce sont les logements de l'ancien SDIS, en fait, sur Saint-Barthélemy d'Anjou. Ou alors, nous allons, sur cette opération-là, nous avons de la démolition, Le de SDIS, la réhabilitation. le SDIS, c'est quoi? Parce que vous avez Des dit. pompiers. Ah, des pompiers, voilà. Donc, voilà, sur cette opération, nous avons de la démolition, de la réhabilitation et de la construction. Donc là, on est vraiment dans le vif du sujet. Donc, on a démoli 4 bâtiments. Hein, donc, je ne peux pas vous montrer avec ma souris, mais c'est Mais vous celui voulez. complètement à Ouais, droite et celui qui est derrière. ouais. Plus le tout premier devant, donc à droite, là, c'est de la réhabilitation. Et c'est la première opération où nous avons travaillé justement avec notre AMO parce qu'on a rencontré pas mal de difficultés et de problématiques amiantes en cours de désamiantage. Voilà, peut-être on a une autre diapo, je peux la montrer, l'autre diapo. Oui, ouais. Voilà, bon là c'est un peu plus, c'est pour vous montrer un peu plus précisément les bâtiments concernés, hein, donc des R+4 avec des sous-sols. On avait aussi des garages et là on a prévu en fait de réhabiliter 40 logements sur les 2 bâtiments et de reconstruire 20 pavillons avec 12 box et 10 places de stationnement. Voilà, donc ça c'était pour présenter, je crois qu'on a à peu près tout dit sur les diapos. Oui. Je vais arrêter le partage. Donc aujourd'hui, sur ce chantier, donc vous aviez l'AMO qui avait été sélectionné, ADX, et effectivement ce dont on parlait, Coralie, c'est que vous avez découvert l'amiante. Et c'est là qui n'était peut-être pas forcément complètement balisé en plus de ce qui avait été recherché. Et donc, c'est là que commencent les difficultés. Oui, tout à fait. Donc, on a eu quand même des diagnostics donc amiante avant travaux et avant démolition qui ont été réalisés donc, pour les premiers en 2018 par deux diagnostiqueurs différents. Suite à ces diagnostics, donc, le désamianteur a effectué ses plans de retrait et a commencé donc, ses travaux de désamiantage en 2020. Et puis, lors d'une visite de chantier, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait peut-être des matériaux qui n'avaient pas été sondés et où il y avait une grosse suspicion de présence d'amiante. Donc, arrêt du chantier, bien sûr.
Nous avons fait appel à un autre diagnostiqueur pour avoir des prélèvements complémentaires et pour avoir des levées de doute sur ces produits. Bon, il s'est avéré que le diagnostiqueur sélectionné nous a remis des documents qui n'étaient pas conformes. On ne savait pas ce qu'il avait prélevé, ce qu'il avait analysé. Le deuxième Donc, diagnostiqueur qui est passé après. le troisième. Le troisième, On en ouais. est au troisième, oui. Ah, On oui. en a eu 4 en tout. Ah, ça, je ne savais pas. Je Donc, n'avais pas retenu c'était, quand on avait préparé cette table ronde qu'il y avait eu ensuite, effectivement, d'autres problèmes. Oui. Voilà. Donc, des documents non réglementaires où là, plutôt que de lever les doutes, s'en installait encore plus. Parce que ce diagnostiqueur avait une mission bien précise, mais s'est permis d'aller faire des prélèvements dans des matériaux qu'on ne lui avait pas demandé parce qu'on avait déjà eu pas mal de prélèvements sur ces matériaux-là qui étaient revenus négatifs. Et ce diagnostiqueur nous dit, nous, on est intervenu sur, c'était une menuiserie, et nous avons découvert de l'amiante. Mais on n'avait pas d'analyse, on n'avait vraiment rien de concret. Donc là, forcément, le désamianteur, on arrête tout, parce que grosse suspicion. Et c'est là qu'on a fait appel à Expertam pour avoir des conseils et puis un appui vu la difficulté du chantier, en fait. Oui, alors là, on rentre en plein dans la conférence. Merci Coralie. On va faire tourner la parole, mais on rentre en plein dans le sujet de la conférence, qui est maîtriser les impacts financiers et les plannings. Parce que là, ce que vous nous dites, c'est on fait passer plusieurs personnes de manière successive, et puis à un moment, on ne sait plus ce qu'il en est, donc on est obligé de tout arrêter. Voilà, c'est ça. Et pour prendre un peu de recul et le temps d'avoir une vision claire du sujet. Alors peut-être, Fabien, pour continuer sur ce sujet, pour rappeler le contexte, alors comment vous avez pris en main cette mission et comment vous êtes arrivé sur ce chantier? Donc effectivement, là, on est en plein dans la thématique, parce que finalement, on arrive sur le tard parce qu'il y a une difficulté. Donc, bon, c'est quand même bien de faire appel à nous. Donc Coralie, je te remercie. Mais forcément, quand on arrive comme ça, c'est tardif. Ça a des conséquences de délai, d'impact, parce qu'effectivement, il faut étudier un peu toute la situation. Grosso modo, parce que de toute façon, on ne peut pas non plus expliquer ça tant qu'il tourne. Quand on a récupéré, on a tout le sujet du cocktail un petit peu explosif qui arrive souvent à nos bailleurs. Les bailleurs ont une obligation, alors certes, de faire des repérages avant travaux, mais régulièrement, de par leur contrat, ils changent d'opérateur. Et ça, c'est quand même une vraie problématique. Quand tu fais faire des premiers diagrammes avant travaux par X, pas de bol, changement d'opérateur, j'en fais par Y. L'année d'après, j'en fais encore. Donc, ça pose la problématique de compilation de toutes ces données avec des gens qui ont analysé, avec chacun une vision un peu différente. On arrive sur des diagnostics qui avaient été faits en grande partie, oui, mais pour nous, des locaux encore non visités. Donc ça, effectivement, ça pose la problématique il faudrait peut-être les faire visiter avant de partir vraiment en phase travaux, tu vois, en phase conception, tout est risqué. Et pas se limiter, voilà, à pas dire on verra comment on gère les locaux non visités. C'est les sempiternels logements que je n'ai pas complètement terminé. Là, en l'occurrence, on avait peut-être une trémie d'ascenseur. Donc, je n'ai pas dit que c'était simple parce que le maître d'ouvrage doit mettre des moyens en œuvre avant pour faire sa conception. On avait une autre difficulté qu'effectivement, il y a eu des compléments justement en phase travaux faits par un autre opérateur qui, lui, arrive avec son expérience et prélève différemment, mais nous a amené des conclusions différentes. Oui, Fabien, alors je fais rebondir, juste pour faire tourner la parole, mais je fais rebondir Julien là, sur ce sujet. C'est effectivement… nous, on est arrivé à la toute fin, nous, dans l'équation. Donc, en fait, c'est après le travail de Coralie et de Fabien que nous, on est rentré dans le marché Podelia et on a hérité de la levée de doute. Oui, mais c'est ce que disait Fabien, Julien, là, c'est la difficulté. Vous êtes en historique de repérage, et puis vous devez faire une synthèse, et donc vous arrivez, il y a déjà des personnes qui ont passé avant, et avec un risque de contestation de votre synthèse même. C'est tout l'enjeu, et j'ai encore un exemple en cours avec un de mes donneurs d'ordre, où il y a l'historique de diag qu'on ne maîtrise pas, nous, opérateurs de repérage,
Donc, on essaie de se réapproprier les données de nos chers confrères, avec la difficulté que les normes ayant changé, les modèles de rapport ayant changé, le contenu, la notion de ZPSO qui est apparue, la compilation, elle n'est pas toujours évidente. Donc ça, c'est vrai que la difficulté pour un opérateur de repérage, quand il n'y a pas d'AMO sur l'opération, on se retrouve à supporter seul l'analyse, mais surtout la stratégie amiante. Et on sort complètement de notre rôle parfois parce que en face de nous, on a des personnes qui ne maîtrisent pas du tout le sujet. Donc ça, c'est le premier point sur l'intérêt de l'AMO, c'est qu'on n'est plus seul, nous, à arbitrer la lecture du jeu qu'on a de l'historique de la donnée. Ouais. Et ensuite, et ça, Fabien l'a dit tout à l'heure, ce qui est le plus important sur le chêne vert, mais comme sur beaucoup d'autres opérations, c'est en phase amont sur la conception, c'est la définition réelle du projet et de la gestion des polluants. C'est-à-dire que des fois, ne serait-ce qu'une mauvaise définition nous conduit, nous, opérateurs de repérage, à avoir une mauvaise lecture de jeu et de répondre, alors pas complètement à côté, mais d'oublier des éléments parce que pas clairement demandé en phase travaux. La démol, il n'y a pas de débat, mais sur la phase travaux, des fois, il y a des programmes de travaux qui sont vraiment flous et le flou crée des rapports, des fois, non Ouais, complets. en fait, ta problématique, la première arrive très souvent, c'est que un bailleur, à juste titre, a tendance à faire assez tôt en phase conception. Tu vois, tu as une opération qui va peut-être partir que dans 2 ans, sauf que tout naturellement, Coralie a besoin de savoir 2 ans avant, est-ce qu'ils vont avoir une grosse problématique amiante ou pas pour anticiper un budget. Voilà. Justement, on laisse parler Coralie. Alors, Coralie, sur ce sujet, je sais, Fabien, Fabien est passionné par ce métier, donc je te contrains là pour l'exercice de la table ronde. Donc, Coralie, oui, pour ce sujet, moi, ce que j'en entends aussi, c'est que vous aviez quelques difficultés. Bon, il n'y avait pas complètement le programme de travaux, peut-être des fois qui était complètement défini. Alors, et puis deuxième sujet, c'est que l'entreprise de travaux a accepté de commencer aussi ses travaux. Puis j'avais une autre question aussi en parallèle. L'entreprise de travaux a accepté de commencer les travaux en connaissant pas l'ensemble finalement, en n'ayant pas tout vu. L'ensemble des repérages n'avait pas été réalisé, donc il y avait encore une partie d'incertitude. Et puis l'autre question que je voulais vous poser, c'est que c'est la difficulté de constituer, là je parle du diagnostic technique amiante aussi, de mettre à jour tous ces rapports, de les compiler. Comment vous faites? Alors, si je reprends au début, effectivement, on commande nos diagnostics amiante bien en amont, dès l'instant où on sait qu'on va faire une réhabilitation sur un programme. On n'a pas forcément tout de suite la liste de tous les travaux que l'on va réaliser. Donc, effectivement, on a une première phase amont pour quand même pouvoir se dire, bon, bah là, effectivement, sur ce programme-là, on va rencontrer beaucoup de problématiques. Il y a beaucoup de résultats positifs. Et on a aussi la vision de se dire, bon, ben là, par contre, tout revient négatif, donc on sera peut-être un peu plus tranquille. Donc, effectivement, on n'a pas toujours tous les résultats quand on est au démarrage des travaux. Oui. Après, deuxième question. Il y avait la computation des rapports et le DTA, et dans un DTA, finalement, de toutes ces données Oui, après, qui il y viennent de a toutes différents ces données diagnostics. à remettre à jour, effectivement, dans le dossier technique amiante. Comment vous faites, vous, pour gérer tous ces rapports et ces données parce qu'effectivement, c'est ce qu'on disait, c'est ce que disait Julien, c'est des réglementations différentes en fonction des Ah, rapports, bah, c'est donc pas. Oui, des personnes qui ont des périmètres, qui interviennent sur des périmètres différents. Donc, vous tout avez à fait. numérisé tout ça ou vous Alors, on est en train de travailler justement là pour l'instant. Aujourd'hui, non, toutes les données sont via des fichiers Excel et des formats PDF de rapport. Et là, on travaille justement sur un outil de gestion des diagnostics Ouais. qui nous permettrait de pouvoir remettre toutes les informations sur un. Parce que là, ça représente des milliers de données, quoi, en fait. Ouais. Hein, donc, Et donc, j'en arrivais, vous avez commandé, finalement, l'entreprise est intervenue, mais en n'ayant pas tout vu, en n'ayant pas une vision exhaustive. Et donc, c'est ce qui a créé, d'ailleurs, c'est des difficultés. Oui, Hein. ouais, c'est ce qui a créé voilà, le fait de ne pas avoir pu pénétrer dans certains locaux ou a fait qu'on a eu des doutes, quoi, en fait, hein, sur, ou alors par rapport à certains résultats qui finalement reviennent négatifs, puis les prélèvements d'après reviennent positifs, et puis là, on ne sait plus. Ouais. Donc,
Fabien, donc du coup, est-ce que c'est pas là finalement que l'AMO doit intervenir en disant déjà sur le marché en lui-même pour que ce soit bien cadré et pour que s'il y a des travaux supplémentaires, eh ben, qu'on définisse une procédure, comment ça va se mettre en œuvre, de manière à ce qu'il n'y ait pas des budgets aussi Ouais. complètement fous après qui arrivent. Oui, Est-ce que c'est ouais. Alors, juste pour revenir un tout petit peu en arrière en étant très synthétique, je te rassure, mais comme j'ai vu passer une question, la première problématique qu'on constate sur ces diagnostics, c'est comme disait Coralie, souvent, ils ont besoin d'avoir une vision amiante statistique d'un échantillonnage du logement et des parties communes très tôt, avec un programme de travaux finalement et un périmètre très généraliste. Souvent, par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le maître d'ouvrage, avec son maître d'œuvre, a tendance, au fur et à mesure de la définition du projet, tu vois, ADX peut intervenir, Julien, 2 ans avant, avec un programme assez généraliste. Et puis, au cours de la conception de ton maître d'œuvre, ils viennent effectivement améliorer le périmètre et le programme. Et on s'aperçoit qu'il peut avoir assez souvent une distorsion entre ce qu'on avait annoncé à l'opérateur au démarrage et effectivement la réalité du vrai marché de travaux. Et c'est là qu'il y a des loupés dans un premier temps. L'opérateur n'est pas, et on ne l'a pas rappelé pour lui dire, viens compléter tes rapports versus le nouveau programme et périmètre. Donc ça, c'est souvent ça, Fabien, si je peux me permettre d'intervenir. Le cas que j'ai le plus récurrent, c'est l'entreprise qui intervient 2 ans après la conception et qui me dit on m'a envoyé un RAT et c'est bizarre, tu n'as pas vu ça. Et en fait, le programme a changé, mais comme il y avait eu un RAT, par méconnaissance, on a envoyé le RAT à l'entreprise de bonne foi et personne n'a regardé si on avait rebouclé le périmètre d'intervention. Ouais. Donc ça, c'est le premier sujet. C'est assez facile à se mettre des garde-fous en disant attention, chaque fois que je fais évoluer mon programme de travaux, je suis en phase APS, je suis en phase APD, je suis en phase pro. Je n'oublie pas de communiquer à nouveau ça à mon opérateur pour qu'il me dise, vu les évolutions, est-ce que ça a un impact? Est-ce que tu dois repasser? Ça, c'est la première chose. Et après, l'autre grosse problématique finalement qu'on a tous, c'est la notion d'homogénéité ou d'hétérogénéité des résultats de nos diagnostics. Quand effectivement tes résultats de ton diagnostic sont plutôt binaires, à chaque fois que vous me prélevez quelque chose, c'est oui ou c'est non, la vie est belle, les ZPSO se définissent plutôt bien. La vraie difficulté du moment, alors particulièrement chez les bailleurs sociaux, particulièrement sur tous ceux qui, en règle générale, travaillent sur les voiles béton, on sait tous qu'on a une vraie problématique sur les enduits sous-jacents qui sont sur les structures béton. Et ça pose des difficultés d'interprétation d'un maître d'ouvrage peu spécialiste, d'un opérateur peu connaisseur, de comment j'étends mes zones de similitude d'ouvrage, mais finalement, de quel produit on parle, comment je le caractérise, je ne le vois plus. Si je ne le vois plus, c'est enduit sous un voile béton parce qu'il est planqué derrière X couches de peinture. Est-ce que tout naturellement, je serais plutôt amené à venir étendre l'intégralité de cette problématique amiante sur l'ensemble de la structure? Et c'est comme ça que souvent, en fait, les problèmes rebondissent. Ton maître d'ouvrage, il est un peu sec parce que ça arrive souvent dans un deuxième temps parce que je n'ai pas des résultats homogènes sur une même typologie de produit qui pourtant visuellement se ressemblent. Et c'est compliqué à caractériser. C'est encore plus compliqué chez des bailleurs parce que très souvent, avant de faire la réhabilitation complète du site, ils ont fait plein de petites interventions. Ils ont réhabilité plein de logements. Donc, c'est évidemment plus compliqué sur un immeuble qui est monolocataire où on a mis en œuvre les mêmes produits en même temps simultanément. On est enclin souvent à avoir moins de problèmes d'hétérogénéité que chez un bailleur qui passe sa vie à faire plein de petits travaux dans des époques de construction différentes et qui viennent parasiter. Et donc, derrière, la donnée, l'analyse de cette donnée est compliquée. Et en tout cas, à mon sens, elle est compliquée. On ne dit pas qu'on a la grille de lecture. Hein. On n'est pas meilleur que les autres en disant, tu vois, je n'ai pas une boule de cristal pour vérifier où sont les enduits. Mais en tout cas, ce qu'on dit, c'est que cette construction de comment on va conclure sur la problématique amiante, elle doit être collégiale. Dans ces cas de difficulté, elle doit être collégiale avec effectivement l'opérateur. Coralie, oui, juste Coralie, pour passer la parole. Donc, finalement, la conséquence, et puis Fabien, tu vas revenir sur ce sujet, la conséquence de tout ça, c'est que finalement, là, vous avez des travaux supplémentaires
Et est-ce que la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que ce cadre de la manière dont seraient engagés ces travaux supplémentaires, c'était défini au marché ou pas? Et puis vous avez un deuxième effet qui se coule, c'est que ben là, du coup, c'est un arrêt de chantier, donc il y a des coûts aussi. Donc, est-ce que vous pouvez nous détailler là en termes de pourcentage, de budget, ce que ça représentait sur ce chantier? Bon, ça rentrer dans le détail, mais pour donner à Ouais. peu près, sans regarder l'épaisseur du trait, mais pour donner à peu J'aurais près pas toutes les données, je pense, à ce sujet-là, mais oui, on a quand même eu 7 mois d'arrêt de chantier, Ouais. du coup, hein, parce que voilà. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que on avait quand même des rapports amiantes qui étaient plutôt d'origine, qui étaient plutôt fiables, hein, où on avait quand même fait pas mal de prélèvements. C'est cette visite qui a semé le doute, pour lequel nous avons pris un diagnostiqueur qui, là, pour le coup, a tout remis en cause, hein, en faisant des prélèvements pas forcément aux mêmes endroits que les deux premiers, je pense, et où tout ce qu'on avait de négatif revenait positif. Donc là, on a fait appel à ADX, hein, pour le coup, c'est eux qui nous ont. C'est le 4e diagnostiqueur qui est intervenu sur notre chantier pour refaire des prélèvements, voilà. Où on s'est aperçu, par exemple, sur des plafonds, que finalement, quand on faisait un prélèvement au milieu de la pièce sur le plafond et qu'on le faisait en cueilli, c'était celui qui était en cueilli qui revenait positif et pas le milieu de la pièce. Donc voilà, suivant, ça a son importance aussi, hein, de savoir où est-ce que les prélèvements vont être effectués, parce que forcément, chaque diagnostiqueur va ne pas forcément les faire à la même place et ne trouvera pas forcément du coup les mêmes résultats. C'est toute la complexité de l'amiante. Donc oui, on a eu 7 mois d'arrêt de chantier. Donc forcément, hein, tout est décalé au niveau de nos réceptions et de nos mises en location. Suite donc aux différents prélèvements et analyses qu'on fait à le diagnostic, le désamianteur nous a refourni un devis complémentaire, forcément, puisqu'il y avait plus d'amiante à enlever que d'origine. Donc, on a reçu un devis complémentaire de 820 000 €. Par rapport à combien le chantier Oui. initial? Le chantier initial était de combien? Alors, on avait un désamiantage démolition, on était à 1 700 000 €. Ah oui, donc là vous reprenez 50% d'augmentation sur Voilà, en travaux voilà, on supplémentaires reprend et 50% ouais, d'augmentation. Donc ça, c'est le ouais, devis que nous avait fourni ouais, le désamianteur. ouais. Quand nous avons reçu ce devis, forcément, nous l'avons transmis à Expertam, qui a retravaillé sur le sujet et qui finalement nous a fait gagner quand même 300 000 €. Oui, alors comment est-ce que vous êtes intervenu, oui, Fabien, sur ce sujet? Parce que on voit effectivement là, une explosion des coûts, les délais. Bon, alors j'imagine que ça peut être maîtrisé un peu en amont. C'est maîtrisé avec l'AMO en amont, si l'AMO intervient tout de suite, hein, ce qui n'était pas le cas là. Mais comment vous faites pour faire en sorte que, effectivement, quand on a ces surprises-là, ce soit mieux géré? Alors, oui, alors la surprise, effectivement, oui, je te confirme que quand c'est géré en amont, ça va beaucoup mieux. En fait, là, c'est l'autre difficulté qu'a le maître d'œuvre général, c'est que ta pièce écrite, souvent les maîtres d'œuvre généralistes codifient un CCTP et codifient une DPGF marché, les prix. N'étant peu spécialiste, il aura tendance à codifier ton marché de désamiantage 1,7 million en, pour faire court, 4 grandes lignes. Des postes énormes, forfaitaires. Ce qu'on voit donc derrière, c'est que quand tu arrives à des travaux supplémentaires, tu es incapable, comme l'entreprise ne t'a pas donné une grosse grille de lecture sur son bordereau de prix unitaire, les travaux supplémentaires, finalement, la ligne des 700 000 balles ou des 800 000 que disait Coralie, en gros, on avait 2 lignes, c'est 400 et 400. Donc, c'est complètement inréalisable. Ça permet une espèce de fourre-tout à l'entreprise de désamiantage et elle sait bien que ça ne va être pas très analysable, donc elle va pouvoir se permettre effectivement de faire gonfler la mariée. Alors quand ça veut dire il faut préconiser au maître d'ouvrage, je tire ce fil, au maximum d'avoir de détailler le devis de manière à ce que quand il y a des tableaux, des travaux supplémentaires, que ça puisse être justifié. Alors, il faut détailler, mais le revers de la médaille, c'est pas non plus de mettre trop de lignes, parce qu'on sait tous aussi que plus tu mets des lignes, plus les gens vont devoir remplir les lignes et plus ça a tendance mécaniquement des fois à faire gonfler ton prix. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'entre 4 postes qui dit installation de chantier, je dépose, je traite mes déchets et de la métrologie,
la métrologie étant les mesures d'empoussièrement. Tu vois bien que si dans mon poste métrologie, les entreprises me disent ça va te coûter 100 000 € de métrologie, ouais, super, je ne connais pas le prix unitaire, je ne connais pas la volumétrie. Donc, quand il viendra faire des travaux supplémentaires et qu'il me dira je te rajoute 50 000 € de métrologie, c'est inanalysable pour nous. À part se faire une idée de dire, les gars, ça me paraît cher, mais c'est compliqué à analyser. Donc, ça, c'est effectivement à codifier dans le marché. Il faut qu'il y ait quand même du détail, de toute manière à ce que si j'ai des aléas, je puisse les environner beaucoup mieux. En l'occurrence, là, ce qui s'est passé sur ce chantier, parce que l'entreprise, de toute façon, bon, voilà, elle aurait pu nous dire, bah non, moi, je ne bouge pas. Voilà, on aurait dû donner des difficultés. Bon, on est revenu quand même. Alors, il faut quand même que l'entreprise accepte de jouer le jeu de la transparence pour arriver à améliorer son prix. Et effectivement, on a retravaillé leur prix avec eux à travers leur explication. On leur a demandé effectivement comment les nouveaux plans de zone. On a essayé de redétricoter des mètres carrés de polyane, des mètres carrés de confinement, des nouvelles installations de ça, cette chose comme ça. Donc, on est venu d'abord retravailler avec l'entreprise. Expliquez-nous, eu égard aux travaux supplémentaires, comment vous imaginez les nouvelles zones. Et de ces nouvelles zones, on est venu retravailler avec eux, donc des mètres carrés de polyane, des mètres carrés de confinement. On a pu redétricoter un nombre de métrologies, un temps de dépose en zone et des choses comme ça. Et on est venu retravailler avec eux pour arriver effectivement à un prix certes conséquent, mais qui revenait dans des coûts un peu plus raisonnables. Ça a pu aussi être réalisé parce que c'est vrai qu'aussi en toute transparence, il n'y a que comme ça qu'on a peut pas faire plier l'entreprise, mais on est en marché public et Coralie nous expliquait que le TS était à la limite de ce qu'on pouvait engager. C'est-à-dire que réglementairement, je ne pouvais même plus l'engager parce que je suis en marché public, je n'ai pas le droit, même si le TS il valait 800 000, hein, je ne peux pas l'engager. Donc forcément, on a été aussi voir l'entreprise pour leur dire, écoutez, ce n'est pas compliqué, soit on relance un nouvel appel d'offres, et vous ne le gagnerez pas forcément pour traiter ces travaux complémentaires. Soit, effectivement, on vous explique qu'il faut jouer le jeu, que vous avez peut-être été trop gourmand, vous avez peut-être mal travaillé vos zones d'intervention, qu'on peut travailler peut-être différemment pour optimiser. Et forcément, l'entreprise a bien compris l'intérêt pour tous commun, on va dire, de limiter effectivement ces travaux TS si elle voulait avoir bien ces travaux dans le cadre de sa base marché avec des TS. Donc, en toute continuité, elle allait faire ses travaux. Sinon, elle était exposée de dire, on arrête tout, je relance un appel d'offres avec plein d'autres désinventeurs et tu n'es pas sûr de gagner. Oui. Julien, si on revient au diagnostiqueur, ce qu'on se disait en préparant cette table ronde, on se disait, oui, il y a ces travaux et puis il y a tous les travaux de maintenance et que effectivement, de faire des bons repérages, ça permet tout au long du cycle du bâtiment de suivre correctement les différents travaux qui pourraient être réalisés et puis d'éviter les surcoûts. Alors, il y a effectivement, faire de bons repérages, c'est faire les repérages judicieux. Et surtout, je pense qu'il y a vraiment un travail collectif sur cette notion-là, c'est-à-dire que l'utilisation dans le temps de la donnée. Encore une fois, ce qui revient à notre sujet initial, c'est que nous, on répond à une problématique donnée à un instant donné. Et on crée un document qui doit vivre dans le temps et être exploité dans le temps. Et c'est la difficulté de nos clients comme Coralie, c'est qu'on a des rates qui se superposent dans la vie d'un bâtiment, qui ne recouvrent pas forcément tous les périmètres de travaux possibles et toutes les zones impactées. Et donc, du coup, c'est le traitement de cette donnée-là qui aujourd'hui est un vrai sujet. On commence à avoir des immeubles qui ont 100, 200, 300 rapports différents sur les 15 dernières années. Et l'enchevêtrement fait que y a une mauvaise exploitation de cette donnée-là. Oui, est-ce que je vous ne proposez… parle pas de la partie financière, hein. C'est vraiment l'exploitation de la donnée, la gestion du risque. Ouais. Je rebondis sur ce que j'ai vu, excuse-moi Xavier, c'est là je vois dans le canal de conversation la question de si on fait que de la SS4, on n'a pas besoin de RAT. Encore une fois, la finalité du RAT, c'est de gérer un niveau d'exposition des salariés, gérer un empoussièrement. Et SS4 ne veut rien dire si on oublie qu'il y a un mode opératoire derrière. C'est-à-dire qu'en fonction du matériau qu'on va impacter, on va avoir un mode opératoire d'intervention en sous-section 4 différent et que quand on est sur un enduit pelliculaire ou sur un plâtre amianté, on n'est pas du tout dans la même problématique de gestion d'empoussièrement. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un mur rouge sur un RAT que côté donneur d'ordre, on a fait le taf en fait. Qu'est-ce qui est rouge?
Est-ce que c'est un enduit pelliculaire? Est-ce que c'est un plâtre? Est-ce que je gère mon risque? Est-ce que je donne à l'entreprise la possibilité de gérer mon risque? C'est là-dessus que le donneur d'ordre est engagé. Et c'est là-dessus que les AMO ont une vraie valeur ajoutée. C'est que de dire à une entreprise s'intervient en milieu amianté, en vrai, on répond à aucune question. Ouais. Est-ce que vous voulez dire, Julien, que quelque part, il y a encore un manque de compétences ou de formation des entreprises qui interviennent en sous-section 4? C'est dans le temps en fait qu'on voit les choses, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui effectivement, parce qu'elles ont formé un encadrant et 3 opérateurs, estiment qu'elles sont aptes à intervenir en sous-section 4. C'est la réalisation de leur mode opératoire, de leur chantier test et de la vérification de leur chantier test qui donne ou pas la clé de lecture pour savoir si l'entreprise est compétente ou pas. La formation en tant que telle, non, elle ne donne pas vraiment d'infos. Et c'est ce que je répète régulièrement moi à mes clients, c'est de vérifier que les chantiers tests sont faits et que les processus sont validés. C'est ça qui permet de savoir si on est en présence d'une entreprise qui maîtrise son risque. Et puis accessoirement, dans le logement social en milieu occupé, il y a un enjeu aussi d'exposition des locataires. Parce que là, on parle beaucoup du code du travail, mais une entreprise qui intervient mal, elle expose aussi les occupants. Oui, parce que là, vous avez, Coralie, une vraie responsabilité sur ces chantiers vis-à-vis des locataires. Là, sur ce chantier, en l'occurrence, où les locataires étaient restés dans le… Non. Non, ils Non, étaient non. tous sortis. Ouais, Hein. non, ça allait bien. C'est Là, tout vide. Heureusement. C'était tout vide. Et donc, comment est-ce que vous avez des fois des choses vis-à-vis des travaux sur lesquels il y a des locataires qui restent et comment vous gérez ça? Alors oui, on a dans l'entretien courant de notre patrimoine, souvent, on va être suite état des lieux de sortie, par exemple, où on va refaire des travaux. Et puis les locataires en place, là, alors on fait faire les diagnostics amiante avant travaux, hein, ça c'est une obligation, bien sûr, mais on va faire beaucoup de recouvrement. Ah oui. On n'exposera pas le locataire. Et est-ce que ça vous est arrivé des fois d'avoir des cas un peu d'urgence où vous dites, mince, on découvre qu'il y a de l'amiante et donc du coup, on est obligé de reloger des personnes Alors, non? personnellement, non. Jusque-là, j'ai pas rencontré le cas, mais effectivement, il faudrait reloger le locataire. Ce sera déjà un peu plus compliqué. Il pourrait y avoir ce risque-là. Allez, ce que je vous propose, là il nous reste une vingtaine de minutes. Hein. Cher public, on a plein de questions. Et puis, j'ai un petit quiz aussi pour vous que je voulais vous présenter. On l'a mis où ce quiz? Il faut que je le reprenne. Et pour revenir, Xavier, là, sur les 20 dernières minutes, je pense qu'il est essentiel, quand je vois les échanges, que Fabien puisse redonner la clé de lecture sur pourquoi on fait des rats. Et parce que je vois qu'il y a des cas d'exemption de réaliser des rats pour des SS4 de niveau 1. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, mais je pense que Fabien, ça peut être pas mal de redéfinir un petit peu le cadre, justement, de pourquoi on fait des rats et réellement à quoi ça sert. Allons-y alors, Fabien, sur cette question qui est posée par Julien. Non, de base, on a une obligation systématiquement de faire des diagnostics amiante avant travaux, peu importe la typologie des travaux, même si des fois ils paraissent très futiles. Évidemment, tout le monde pense que quand je fais des grosses opérations de travaux, forcément ça tombe sous le sens. À un niveau en dessous, je fais des travaux dans un logement, on le fait, mais même à l'échelle demain, alors c'est plus complexe, hein, mais même à l'échelle demain d'entreprise ou plutôt d'un maître d'ouvrage qui a du personnel en régie, qui va être amené à intervenir très ponctuellement dans le cadre de sa régie sur des opérations finalement ponctuelles de problématiques. Tu vois, une fuite, un désordre très ponctuel où malheureusement il y a cette notion d'urgence. Alors, dans le meilleur des scénarios, évidemment qu'il faut qu'on réalise un diag, parce que même demain, tu vois, dans une école scolaire, l'opérateur de la mairie doit aller raccrocher un tableau. Pour raccrocher un tableau, il va donc percer, il va cheviller un mur et il peut être confronté, même si c'est très futile, à une problématique amiante. Je pense qu'il devrait y avoir un diagnostic amiante avant travaux. Alors, ça pose la problématique de la temporalité, c'est-à-dire que si j'ai une urgence à aller faire cette typologie de travaux, parce que sinistre, parce que fuite,
Comment je m'en sors, eu égard à, effectivement, le temps de commander le diag, d'avoir les résultats d'analyse, ma fuite d'eau, elle est toujours là. Et pour à peine, il y a une urgence à aller la réparer. Ça, c'est une vraie problématique. Ça renvoie à quoi? Ça renvoie certainement au maître d'ouvrage à avoir une compilation de données accessibles à tout moment sur des immeubles parce qu'ils passent leur temps à côté de ça à faire plein de repérages amiantes avant travaux dans les parties communes. Donc, compiler une donnée qui fait qu'à un moment donné, quand j'ai une intervention d'urgence, j'accède à cette fiche de synthèse dont on me dit je sais que j'ai déjà une problématique amiante parce que j'ai de la donnée. Et donc, on demandera forcément, en ayant ce risque-là, l'intervention en SS4 du fameux intervenant, qu'il soit en régie ou pas en régie. Et puis, malheureusement, on peut aussi avoir le cas de j'ai pas d'infos et pour autant, je dois intervenir. Et effectivement, je n'ai pas le temps de faire le diag. Donc, ce n'est pas une exemption au sens… dans le cas d'une urgence, vous n'avez pas le droit de faire de diag. Non, ce n'est pas ça. C'est le fait de l'urgence que je ne peux pas attendre effectivement de faire un diag. Et donc là, effectivement, à défaut, il faudrait considérer qu'il y a un risque amiante, même s'il n'est pas avéré, pour aller faire cette intervention en urgence. Mais ça renvoie à la problématique, c'est qu'est-ce que je vais faire comme typologie d'intervention? Est-ce que mon risque il va être sur… Donc, c'est du travail qu'il faut faire avant sur si je n'ai pas d'informations, quelles sont mes personnes qui interviennent, elles interviennent dans quel contexte, dans quel cadre, et elles interviennent surtout avec quelle typologie de travaux. Est-ce que ça sera limité qu'à du percement? OK, donc on viendra dire systématiquement, quand il y aura percé, tu prendras un mode opératoire en incluant ce risque amiante. Et ça se fait au cas par cas, mais ça se travaille effectivement avant. Et dans ce cadre-là, effectivement, on n'a pas le temps de faire les diags. On n'a pas le droit de les faire. Il faudrait les faire, mais c'est qu'en fait, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'intervenir. Ouais. Il y avait des questions. Alors, je prends une question de Véronique, tiens, que je trouve intéressante. Véronique qui disait, d'ailleurs, c'est la première question de cette conférence, tant que la présence d'amiante n'est pas avérée, pourquoi prendre un AMO amianté? Oui. Est-ce que… Alors, tout dépend du contexte, Véronique. C'est-à-dire que si vous êtes dans une quiétude, c'est encore une fois, vous lancez des diagnostics amiante. Très bien. Les premiers retours du diagnostic amiante vous disent qu'il n'y a pas d'amiante. Super. Mais pour autant, est-ce qu'on en revient toujours à la même chose? Vous n'avez pas d'amiante parce que est-ce qu'il y a une mauvaise définition du périmètre et du programme de travaux? Est-ce que votre opérateur, effectivement, a cette bonne connaissance? Est-ce qu'il a tout prélevé? C'est-à-dire que vous pouvez avoir des problématiques, typiquement avec Coralie, on avait des problématiques sur les menuiseries, avec à un moment donné des résultats qui n'étaient pas cohérents. On s'est aperçu que finalement, il y avait un truc exotique, c'est-à-dire qu'il y avait un double joint. On avait et des fois le mastic vitrier, voilà, classique, mais on a des problématiques de joints sous-dormants d'étanchéité. Il suffit que j'ai un double joint au gré des rénovations. J'ai un premier opérateur qui fait des travaux destructifs à minima, il prélève que le joint bleu, il n'est pas amianté, pas de bol, il y en avait un qui était derrière, il était vert et c'est lui qui était amianté. Donc, en fait, ça renvoie effectivement à une qualité de repérage et surtout à une parfaite définition du maître d'ouvrage de son périmètre et de son programme. Par contre, je vous l'accorde, effectivement, quand on a des résultats qui sont plutôt homogènes, que ce soit amiante ou pas, vous pouvez effectivement vous dire, si vous êtes extrêmement vigilante en tant que maître d'ouvrage sur la définition du périmètre et du programme, vous pouvez, bien évidemment, dans tous les cas, vous pouvez vous affranchir de votre AMO. Vous le ferez peut-être d'autant plus que soit il n'y a pas du tout d'amiante, soit il y a de l'amiante, mais les résultats sont limpides. C'est-à-dire que vous ne voyez pas apparaître à travers tous vos repérages de discordance dans les résultats des prélèvements de vos opérateurs, que ce soit le même opérateur ou que ce soit des opérateurs différents. Parce que là, effectivement, vous aurez une problématique supplémentaire de qu'est-ce qui se passe? Pourquoi celui-là réagit positif, le même produit non? Donc, ça renvoie peut-être à un peu plus de retour d'expérience qu'un AMO peut avoir, qu'un opérateur peut avoir aussi, puisque ça renvoie effectivement à cette notion de repérage qu'on a pu faire dans le temps. Pour moi, c'est tout le savoir-faire et c'est tout le retour d'expérience que vous pouvez avoir. Très bien, merci Fabien. Donc, je prends une question d'Arnaud. Arnaud qui nous dit, dans le cas d'un ouvrage répété dans plusieurs logements, faut-il faire un RAT pour chacun des logements ou bien pouvons-nous nous faire un échantillonnage? Et puis, si c'est le cas, c'est quel pourcentage d'échantillonnage? Peut-être là, comment vous procédez, Coralie? C'est ce qu'on disait, c'est peut-être par itération. On fait dans chaque logement. Vous faites dans chaque logement, Julien? Non, mais le vrai sujet, c'est on a une norme qui nous régit avec une notion de ZPSO. Donc, cet ouvrage, il est répétitif à condition que la ZPSO soit confirmée par les résultats d'analyse.
Et malheureusement, dans le logement social, on a un mode constructif très homogène, mais des revêtements très hétérogènes. Et donc, le raisonnement ouvrage, malheureusement, ne se vérifie pas avec les PV d'analyse. C'est d'un type de bâtiment à l'autre. Quand on fait de l'hôtellerie, on n'est pas confronté aux mêmes problématiques et on a une plus grande homogénéité. Voilà, c'est le type d'utilisation du bâtiment qui fait aussi la lecture de jeu. Ouais. Arnaud, il demandait aussi de préciser quels sont les services compétents CARSAT, si tu veux les donner, Fabien ou et juste, je Julien. rebondis, je viens de voir Pascal qui réagit. Et évidemment, les sondages, c'est la phase de repérage la plus importante, qui est souvent complètement méconnue de nos clients. C'est qu'avant d'envoyer au laboratoire des échantillons, on vient qualifier nos ouvrages par sondage. Ouais. La question sur laquelle je revenais, c'était effectivement quels sont les services compétents. Tu disais tout à l'heure effectivement qu'on peut, quand on a un doute, on peut aller, est-ce que c'est SS3 et SS4, aller demander la question au service compétent, c'est auprès de qui? Alors, si c'est, service compétent, si on parle de faire des repérages amiante avant travaux, c'est un opérateur de repérage. Ouais, voilà. Si tu veux une synthèse, ça sera un AMO. Là, c'est les services de l'État, là. Il parlait Voilà, de les services de CARSAT l'État de prévention, c'est les premières personnes avec qui on va être confronté quand on va attaquer les travaux. Le mode opératoire doit être envoyé à ces gens-là, le plan de retrait va être envoyé. Donc, ces personnes analysent, font des interventions, font des remarques ou pas sur cette typologie de documents et viendront sur le chantier pour contrôler effectivement que tout fonctionne bien. Donc, quand on travaille en phase conception, on a des fois des sujets, de toute façon, voilà, l'amiante, ce n'est pas binaire. C'est ce qui fait le charme de notre métier et c'est ce qui fait qu'on peut exister, nous, à AMO, parce que ce serait plus facile qu'Aurélie n'aurait pas besoin d'AMO si ça avait été très binaire et noir ou blanc. Évidemment, la réalité, elle est souvent entre les deux. Pour revenir effectivement souvent quand on vient voir, quand on propose au maître d'ouvrage d'avoir un échange effectivement avec ses services de prévention, donc c'est effectivement la CRAM en Ile-de-France, ça s'appelle la CARSAT, effectivement dans les régions, et l'inspection du travail, donc pour la peine, c'est l'inspection du travail. Souvent, on va les voir parce qu'on a des opérations complexes, souvent qui sont dues à des travaux en site occupé. Évidemment, comme mon immeuble est vide, ça fonctionne un peu mieux. On est plutôt sur un désamiantage complet et donc il y a moins de risque d'un tiers. Et puis, le désamianteur étant qualifié, même si sur les désamianteurs, on a, comme toute entreprise, un peu de tout. Donc, souvent, en fait, on consulte ces personnes-là qui sont de bons conseils, ou en tout cas, on fait un partage avec eux sur effectivement ce qu'on disait, des travaux en site occupé et la définition de « je suis en SS4 », je dépose une baignoire avec un joint amianté, c'est de la SS4, j'en dépose 3. Si je dépose la totalité de mes baignoires, est-ce que je ne suis pas en SS3 ? Et puis, sur les problématiques de sites occupés, voilà, c'est compliqué quand même de venir même gérer du risque amiante dans des logements occupés. Parce qu'on utilise des entreprises qui sont formées, qui ne sont pas non plus dans le corps de métier principal, n'est pas effectivement de gérer l'amiante, c'est de poser un sol, et in fine, il a complété sa formation avec cette gestion du risque amiante. Mais il ne faut pas qu'il prenne à la légère, parce que pour la peine, on intervient bien en site occupé. Donc, avec toute la problématique d'un tiers, d'un locataire. Donc, on est intéressé à avoir des échanges, nous, CARSAT, CRAM, IT, pour caractériser est-ce que je suis SS3, SS4, et principalement sur la SS4, quel type de mode opératoire on va leur proposer, quand on voit que ça peut être émissif, qu'est-ce qu'on peut proposer, mettre en œuvre, parce que jusqu'à où on pousse la prévention, eu égard aux produits ou au processus qu'on va mettre en œuvre de dépose ou d'intervention à risque amiante. Et donc, on a besoin parfois sur des sujets très, très particuliers d'avoir un échange et d'avoir un retour effectivement de nos organismes de prévention. Alors, on va interroger nos organismes locaux. C'est-à-dire que forcément, de toute façon, demain, quand je suis à Bordeaux, quand je suis dans XM, dans tel arrondissement, on a des sections locales d'inspection du travail qui gèrent les arrondissements. C'est pareil, on a des référents CRAM CARSAT qui gèrent tel type. Et donc, c'est ces gens-là qu'on va contacter pour avoir un cas concret sur notre futur chantier de demain. Voilà. Il y a une question d'Arnaud qui dit selon la quantité de travaux réalisés, il est parfois plus intéressant financièrement de réaliser par défaut les travaux en SS4 plutôt que de réaliser de nombreux
R-A-T. On y a Il répondu semblerait, précédemment. ouais, il semblerait que Didier, cette, pardon. donc cette question n'est plus valable. Une question de Maïlig. On n'a pas parlé silice. C'est la réglementation code du travail. L'entreprise doit mettre en place la prévention du risque d'exposition à la silice cristalline. Ouais. Est-ce qu'on peut parler silice là de 2 minutes? Voilà, on avait juste introduit ça parce que on voit bien que de toute manière, les évolutions réglementaires faisant que on raccroche des polluants au fil de l'eau. Il y a encore quelques années, on était très focus. Tu vois, il y a 10 ans de ça, on parlait que de l'amiante. Aujourd'hui, on parle tous du plomb, principalement peut-être région parisienne, et puis tout doucement, ça interagit. Et aujourd'hui, on parle demain sur des travaux, y compris de la problématique de gestion du risque plomb. On va de fil en aiguille, effectivement, la silice arrive. C'était peu. On a une réglementation qui existe, comme le plomb. On avait bien une réglementation de code du travail qui était existante. Bon, la silice, la différence, c'est qu'effectivement, depuis peu, on a baissé la valeur limite d'exposition. En baissant drastiquement cette valeur limite d'exposition des entreprises, forcément, ça fait réagir en ce moment un peu tout le monde et principalement nos organismes de prévention. Donc, ça renvoie effectivement à une gestion du risque d'émission de poussière, silice cristalline, dans le cadre de nos entreprises travaux. Donc, je voyais un peu des échanges. Oui, c'est une obligation des entreprises de tenir compte de ce risque-là, on est bien d'accord. Sauf que c'est peut-être aussi aux maîtres d'ouvrage et à leurs conseillers de penser à peut-être codifier cette information dans leur marché, parce que si on ne codifie pas l'entreprise, on pourra toujours lui dire oui, ça participe à l'évaluation de tes risques. Enfin, s'il n'y a rien d'indiqué dans le cahier des charges ou que l'entreprise ne peut pas valoriser effectivement cette exposition, c'est peut-être compliqué à elle de répondre. En tout cas, on ne lui fait pas penser. Et puis, ça va renvoyer inévitablement, à un moment donné, les questions des entreprises de dire, écoutez, je dois gérer mon risque silice, il n'y a aucun problème, mais ça serait bien quand même peut-être de me caractériser où il y en a. Donc, indirectement, on va arriver, à mon sens, sur peut-être un diagnostic silice, parce qu'on parle de la silice que cristalline. Ouais, on va y arriver. Donc, ça va renvoyer à des prélèvements, des diagnostics, et puis il va falloir que ça se mette en place et que ça évolue. Allez, un petit quiz pour vous avant de se quitter. Je vous partage mon écran et je vous lance le quiz. On avait 3 questions voilà, qui étaient pour vous pour cette table ronde. Justement, il y en a un qui concerne la silice. Alors, l'utilisation de track déchets pour la signature des bordereaux de suivi de déchets amiantés, BSDA, est obligatoire. Vrai ou faux? Alors, on vous laisse voter. Allez, vous pouvez commencer à voter. La deuxième question, c'est la poussière de silice cristalline sont classées cancérogènes. Vrai ou faux? On vous laisse voter. Et puis, la troisième question, le choix de la façon dont le traitement de l'amiante sera effectué dans l'opération envisagée incombe au maître d'ouvrage, à l'AMO, au diagnostiqueur, à l'entreprise de travaux. Là, on vous laisse voter aussi. Allez, 5 secondes, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, je mets fin à ce sondage et puis je vous partage les résultats. Allez, on va y répondre dans les quelques minutes qui nous restent. L'utilisation de track déchets pour la signature des bordereaux de suivi amiantés est obligatoire, vrai ou faux? Fabien? C'est pour moi. Ouais. Pour qui veut, Fabien ou Julien. Julien? C'est une obligation qui vient de se mettre en place récemment. De mémoire, c'est au 1er juillet. Avant, on travaillait effectivement plutôt avec des BSDA papier qu'on faisait signer. Et effectivement, le législateur aujourd'hui effectivement a introduit cette notion de track déchets où on vient, ça permettra d'améliorer une traçabilité sur ces fameux documents. Et effectivement, on arrête le papier et on vient tous. Le maître d'ouvrage, le transporteur, l'entreprise de désamiantage doit se connecter à Track Déchets, il ouvre son compte et ça permet de se faire des échanges là d'un point de vue numérisé et tracé. Donc oui, à partir du 1er juillet, c'est obligatoire. Il y aura peut-être un peu de battement en fonction de comment ça fonctionne sur le logiciel, mais sur le principe, c'est ça. Ouais. C'est ça. La poussière de silice cristalline sont classées cancérogènes. Bon, ça, c'est vrai, ça, on en a parlé tout à l'heure. Alors, je pense que tout le monde a compris maintenant. C'est le choix de la façon dont le traitement de l'amiante sera effectué dans l'opération envisagée incombe au maître d'ouvrage. 73%, c'est bien ça, Coralie? Oui. Donc ça, c'est vous qui faites ces choix-là. Oui. Voilà, donc le public avait raison. Est-ce qu'on a encore des questions qu'on n'a pas traitées? Vous aviez vu, je parle Julien et ou Fabien ou Coralie.
Il y a marqué, il y a une remarque d'Astrid dans ces cas, intervention SS4 par défaut, obligation de formation des opérateurs SS4, puis SS4 encadrant, puis sur mode opératoire amiante. Pour chantier de test, support OPP BTP, carto amiante. Voilà, il y a un support, ça on n'avait peut-être pas parlé. Oui, c'est ça. Peut-être C'est-à-dire que, on peut rappeler. ouais, au-delà du fait de, une fois que tu as qualifié ton opération, ce qu'on disait, obligation maîtrise d'ouvrage SS3, SS4, donc on part sur la SS4, l'entreprise doit effectivement travailler ou intervenir alors à proximité, sur direct, indirectement. Donc, elle fait son évaluation des risques et effectivement, dans un certain cadre de fois, elle va devoir effectivement toucher percement, je sais pas, un percement de sol à risque amiante. Donc, elle va nous devoir un mode opératoire, son PPS, PS, un mode opératoire où clairement, elle nous indique comment elle compte faire pour ne pas émettre. Pardon. Et à la suite de ce mode opératoire, on fera un chantier de test qui viendra valider le fait qu'elle dise que tout va bien se passer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des supports en ligne, comme Carto Amiante ou des choses comme ça, où on peut récupérer, enfin, c'est des espèces de guides qui nous permettent effectivement de dire quel empoussièrement je peux attendre en fonction de telle typologie de produit, et donc mettre en face des principes de prévention, la captation à la source, la pulvérisation, la nébulisation, pour justement arriver à l'exercice de ne pas émettre. Donc, il existe des outils aujourd'hui, effectivement, qui sont en ligne, qui vont aider les entreprises SS4 à construire leur mode opératoire. Oui. Est-ce qu'on peut te dire en guise de conclusion, il nous reste 2 minutes, Coralie, qu'un chantier bien conçu et un patrimoine bien géré avec un bon AMO, ça permet de faire des économies financières substantielles. Est-ce que ça serait ça la Tout à conclusion fait. de cette Ah oui, oui, conférence? oui, 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 tout à fait. Aujourd'hui, vous faites Ouais. appel systématiquement à un AMO dans les Alors, cadres pas des... systématiquement. Ça va dépendre de l'opération, en fait, hein. Alors, j'ai tendance à dire que quand on est sur de la démolition, on va être plus à même de faire appel à notre AMO, oui, effectivement. Ouais. Mm. Donc, Fabien, c'est ça aussi qu'on peut dire, c'est que quand c'est bien géré en amont, quand c'est bien pris en amont, ben, on fait des économies à la fois financières et puis on fait des économies sur les plannings, hein, sur les temps aussi, on gère bien les plannings. Oui, non, mais la conclusion, c'est ça, c'est que le maître d'ouvrage s'entoure ou pas d'un AMO, évidemment, nous, on l'invite à s'entourer. Mais oui, c'est avant tout, on le sait tous, c'est en phase conception que réside la clé, effectivement, de votre chantier après. Donc, la phase conception, c'est quoi? C'est vraiment l'accompagnement de la pièce principale qui est l'opérateur de repérage. Il faut qu'on réussisse à avoir, effectivement, un diagnostic le mieux possible sécurisé. Et ça se travaille de concert. Voilà, c'est pas binaire, quoi. C'est souvent le maître d'ouvrage fait faire un diag, il l'oublie, on a les diags, c'est fini. Bah non, c'est pas fini puisque le programme de travaux évolue, parce que lit les conclusions de l'opérateur. Je suis désolé, les conclusions sont peut-être pas limpides. En tout cas, c'est sa conclusion de l'opérateur. Mais toi, maîtrise d'ouvrage, vous pouvez vous interroger sur c'est pas homogène, c'est hétérogène, comment on gère ces sujets-là, parce que c'est bien de cette pièce-là que vos entreprises vont tout codifier. Donc, il y a un aspect effectivement financier, il y a un aspect planning, et puis surtout, moi, je dirais plus à Coralie, au-delà d'une démol, attention, quand vous êtes en réhabilitation en site occupé, au-delà de l'aspect planning Ah financier, oui, oui. vous avez la mise en danger de la vie d'autrui. Et ça, c'est même supérieur à finalement tout ce qui peut arriver avant, quoi. Donc, c'est plus mes opérations, moi, en site occupé, qui m'inquiètent plus dans un premier temps, si effectivement les diagnostics sont mal réalisés. Oui. Pour réaliser aussi, ça vous met en situation de confort, hein, je pense, Julien, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est Oui, d'avoir un puis AMO pour suivre les diagnostics correctement. Oui, puis encore une fois, je rebondis sur ce que dit Fabien, parce que je pense clairement ça le mot de la fin. C'est la finalité, on a beaucoup parlé de planning et de finance, mais la finalité, c'est l'exposition des salariés, l'exposition des occupants, l'exposition des environnants. Enfin, on parle de gestion de risque avant toute chose. Et c'est vraiment le cœur de notre métier, c'est le cœur de la filière. C'est hyper intéressant de voir que les entreprises de travaux commencent à monter d'un cran et à prendre le sujet au sérieux et non pas comme une simple compétence qui permet de répondre aux appels d'offres. Je croise de plus en plus d'entreprises qui ont des lectures fines de nos rapports, mais l'enjeu, c'est vraiment la protection des personnes, quoi. Enfin, c'est vraiment ça qu'il ne faut pas oublier dans l'histoire.
Voilà, ben, ça sera le mot de la fin pour Julien qui l'aura fait. Il est 10h02, voilà, on a pris 2 minutes de retard. Merci à vous, Julien, Fabien et Coralie aussi pour ce témoignage. C'est tellement bien d'avoir des maîtres d'ouvrage qui viennent témoigner de la réalité du terrain. Merci à tous les trois. On va dire merci au public aussi de nous avoir suivis parce que vous étiez plus de 100 à nous avoir suivis aujourd'hui. Donc, vous étiez nombreux et on vous remercie. Pour vous préciser qu'on va faire un petit replay de ce webinaire et qui sera disponible pour ceux qui n'ont pas pu le suivre ou qui aimeraient d'ailleurs le revoir. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit, Julien, Fabien et Coralie. Ça vous va de mettre fin à ce webinaire? On aimerait rester encore ensemble, mais à un moment, il faut qu'on arrête. Voilà, on peut se souhaiter une très bonne fin de journée, puis à très bientôt, et puis on se revoit dans le replay. Merci à tous les trois et merci, cher Très bien. public. À Merci à bientôt. vous, merci à tous, au revoir. Merci Au à revoir. vous.